Alors, avec nous, je vais commencer par la gauche, Anne Lestrat. Vous êtes docteur en géopolitique et ancienne présidente d'Eau de Paris. Vous êtes connue pour votre engagement pour l'eau en tant que commun et vous avez écrit plusieurs livres qui sont d'ailleurs à la table de la librairie. Vous pourrez peut-être y aller plus tard. Parmi eux, Une victoire face aux multinationales, Ma bataille pour l'eau de Paris et L'eau, état d'urgence, le plus récent, Seuil en 2023. À côté de vous, nous avons Daniel Fréchet. Vous avez été présenté en introduction de la journée parce que vous êtes vice-président au département en charge de l'eau et de l'environnement, mais vous êtes aussi président. Alors tout à l'heure, le mot-clé a été dit, donc c'est la commission locale de l'eau. Vous êtes président de la commission locale de l'eau locale et de la régie publique aussi, rouennaise de l'eau. Et vous avez d'autres mandats d'élus, notamment maire dans une petite commune et président de l'établissement public Loire, qui est un syndicat mixte aussi. Donc vous allez pouvoir apporter ces différents points de vue sur la table ronde. À côté de vous, nous avons Frédéric Figari. Vous êtes directeur régional de Veolia Auvergne-Rhône-Alpes. D'après mes recherches, puisque je ne suis pas de la région, Veolia ne dessert pas l'eau. C'est plutôt une filiale de la SOR, qui a la délégation de services publics. Par contre, vous avez l'assainissement de la commune ici. Donc voilà, vous allez représenter un petit peu cette casquette-là aujourd'hui. Claire Mallet, à ma droite, vous êtes à l'origine du mouvement citoyen dans l'Ondaine, donc c'est pas très loin d'ici, à une vallée entre Saint-Étienne et Firminy. Et vous avez lutté contre les eaux marrons auxquelles ont été confrontés des habitants. À partir de là, vous avez participé à cofonder une régie publique sur 7 communes différentes et vous allez partager avec nous votre expérience aujourd'hui, une expérience donc citoyenne. Et Pierre Petitbout, vous êtes membre du collectif Partageau. On aura sur chaque table ronde un membre du collectif en charge de la coordination de l'atelier gouvernance, justement. Vous êtes aussi cofondateur de Mon Énergie. Et chaque table ronde va commencer de la manière suivante, c'est que le représentant du collectif et de l'atelier en question va nous faire une présentation entre 6 et 10 minutes maximum pour initier, introduire la table ronde et justement monter en compétences, partager un petit peu les connaissances avant de démarrer les échanges. Donc Pierre, c'est à vous. Je redis pour ceux qui n'étaient pas là, tout est filmé. Si vous ne souhaitez pas, vous pouvez le signifier aux organisateurs. Et les questions auront lieu à la fin sous forme écrite. Merci. Merci. Je vais essayer d'être bref, mais le sujet est éminemment très complexe. D'abord, revenir sur nos convictions. Peut-être une petite prévision aussi, en plus de fondateur de Mon Énergie, je suis aussi président d'Hélios, association qui essaye de promouvoir les outils de l'intelligence collective et qui est donc partenaire du collectif. Et c'est à ce titre que je suis dans le collectif. Voilà. Alors, nos convictions de départ, eh bien, je ne vais pas revenir là-dessus. L'eau qui nous constitue, elle ne nous appartient pas, elle traverse tout le vivant avec lequel on communique par son intermédiaire. Et c'est donc un bien commun qu'il nous faut préserver. Le problème, c'est qu'on se rend bien compte que notre démocratie représentative, elle a du mal avec la complexité. Et surtout, elle a du mal à emmener l'ensemble des citoyens dans une compréhension de la complexité. On a plutôt tendance à dire je vote pour quelqu'un et puis après, je vais regarder la télévision pendant qu'il se débrouillera avec les problèmes. Or, en fait, les problèmes complexes nécessitent que tout le monde se mobilise pour les comprendre et surtout pour accepter les solutions qu'il va falloir prendre. On est face à une révolution, il va donc falloir qu'on change toute notre façon de vivre. L'économie crée des grandes disparités et des déséquilibres, elle transforme le citoyen en consommateur effréné. La démocratie, j'ai dit, il faut qu'on se mette un petit peu autour de la table tous ensemble. Et c'est d'autant plus important qu'une partie de nos concitoyens soit dénie les avertissements qui sont faits, soit, et c'est encore pire, désespère en disant c'est trop tard. Alors, nous, à Partageau, on pense qu'il est encore temps. Et le fait que vous soyez là tous ce matin, ça nous fait penser qu'il est effectivement encore temps et qu'on a donc des choses à faire. Alors, pour faire ces choses-là, eh bien, il faut travailler à la participation du plus grand nombre aux décisions. Alors,
quand on parle de gouvernance, on va bien englober depuis la délégation de pouvoir dans le cadre du mandat républicain jusqu'à la cogestion. Pour associer les citoyens, il y a d'abord l'information, c'est la moindre des choses, c'est d'ailleurs une obligation légale. Il y a ensuite la consultation, mais cause toujours. Il y a enfin la concertation, et on commence à avoir des modes de concertation, notamment à travers les conventions citoyennes. Et enfin, il pourrait y avoir la codécision. On parle aussi de gouvernance parce qu'on a affaire à un système d'entités décisionnelles très complexe, puisqu'on a des directives depuis l'Europe et même au-delà, qui passent à travers l'État, la région, etc. Et on va le voir, c'est un système relativement complexe et avec, il faut qu'on tienne compte d'une dynamique de changement qui va de plus en plus vite. Excusez-moi. Elle est bonne et voyez-vous, j'ai même pas tenu 2 heures sans boire un coup. Alors, dans le domaine de l'eau, voilà comment ça se passe. Vous voyez tous le diagramme, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, et, parce qu'on y passerait la semaine. Ça a été dit tout à l'heure, un des gros avantages de la France, ça a été de se mettre dès les années 60 dans une approche par bassin hydrographique. Autrement dit, on a bien tenu compte pour l'eau de la logique hydrographique. Alors, on a créé donc ces bassins, avec dans chaque bassin un comité de bassin et, j'allais dire, le bras armé du comité de bassin qui est l'agence de l'eau. C'est un système qui a fonctionné, qui a permis de faire des régulations, qui a permis de limiter les pollutions et qui s'est appuyé sur donc, tout ce système de liaison entre toutes les strates de l'administration. Alors, il y a des auteurs qui distinguent le grand Parlement et le petit Parlement. Alors moi, je vais laisser le grand Parlement parce que c'est complexe et je vais plutôt vous parler du petit Parlement de l'eau, c'est-à-dire celui sur lequel on a un peu plus de prise parce qu'il est à notre portée. Et quand on est ici, dans le département de la Loire, on a notamment la clé, donc, qui est donc cette commission locale de l'eau, présidée par le président qui est ici. C'est vraiment le lieu d'échange. Ah mais c'est l'eau encore qui... voilà. C'est le lieu d'échange entre les différents partenaires de l'eau et qui va décliner le stage, le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau décidé et mis en œuvre par le Grand Parlement, qui va le décliner à l'échelle locale. Et donc on est bien dans une logique de bassin et hydrographique. Pour la Loire, c'est formidable, parce que comme le fleuve coule au milieu, on a une grosse partie du département qui est dans la clé. Néanmoins, il y a des oubliés dans cette clé-là. Enfin, ils sont pris dans une autre dimension. C'est toute la vallée du Gier. Par contre, on a dans la clé des communes, notamment du Rhône, parce qu'elles arrivent par le bassin versant de la Coise, de la Trambouze, etc. Et c'est donc ce périmètre-là. Alors, je vous signale le site de la clé. Il est très important. Vous y trouverez les résultats de ce qui s'appelle l'étude hydrologie, milieu, usage, climat, qui est vraiment un état des lieux excessivement complet. Vous y retrouverez également le SAGE, le schéma d'aménagement, et donc en cours, vous y reviendrez peut-être, il y a donc le projet territorial qui est l'application de toutes ces informations-là. Quand on descend plus près du citoyen, on arrive donc, là je vous ai mis la cartographie des collectivités locales, des EPCI du département de la Loire. Alors, quand on s'approche du citoyen, on a les syndicats de rivières. Et donc là, on est bien toujours dans cette logique de bassin hydrographique. Et ça fonctionne un peu comme des poupées gigognes. Et c'est tout à fait cohérent et c'est très sympathique. On a donc la Grande Loire, le morceau de Loire, et puis les rivières qui viennent dans le morceau de Loire. Et donc tout est bien logique et bien articulé. Le problème, et M. Viola le disait tout à l'heure, c'est que quand il va falloir passer à l'action, eh bien, il faut s'appuyer sur les collectivités territoriales, et elles ne sont pas sur les mêmes limites administratives. Je prends par exemple les Monts du Lyonnais, ils appartiennent, enfin ils travaillent avec 6 syndicats de rivières, parce qu'il y a des rivières qui partent dans tous les sens, et 2 bassins.
Donc, c'est beaucoup plus complexe une fois qu'on en arrive au local. Complexité qui est encore agrandie par la compétence GEMAPI, puisque celle-ci est communale, métropolitaine dans le cas des grandes agglomérations, mais pas toujours confiée à l'EPCI. Et donc, on a encore des compétences qui ne sont pas forcément sur la même aire géographique que le bassin hydrographique. Voilà. Donc, il va falloir articuler toutes ces compétences. Et si on n'est pas nombreux autour de la table pour comprendre comment ça fonctionne et où ça fonctionne, ben, il y a de fortes chances pour qu'on passe un petit peu à côté des choses. Toujours pour reprendre mon cas particulier, moi j'élis un conseil municipal qui va se réunir pour élire en son sein des délégués communautaires qui vont se réunir pour désigner des représentants au syndicat de rivière. Moi je ne sais pas qui c'est qui s'occupe véritablement de la rivière qui coule en bas de chez moi. Alors, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Ça va être l'objet de la table ronde. Comment est-ce qu'on peut mobiliser les gens? Comment est-ce qu'on peut être amené à comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne? Je vous ai parlé pour l'instant que de la gouvernance dans le domaine des eaux bleues, de celles qui coulent. Il y a également tout le côté eau potable, j'y reviens pas, ça a été très largement abordé aussi tout à l'heure. Donc c'est le petit cycle de l'eau, c'est l'eau potable. La compétence eau et assainissement, elle est communale, mais elle a été souvent transférée pratiquement partout dans des syndicats. Mais là encore, et on aura l'occasion d'en parler avec l'ONDEN, la grande question c'est, est-ce qu'on est en régie directe, c'est-à-dire directement géré par les élus locaux et donc par les citoyens, ou est-ce qu'on est dans une délégation de service public? Donc quelle est la place du citoyen dans un mode de gestion? Quelle est la place du citoyen dans un autre mode de gestion? Comment ça fonctionne? Et là on aura des gens pour nous en parler aussi autour de la table ronde. Juste pour dire que tout le monde appelle à la participation des citoyens, que ce soit les sénateurs, l'agence de l'eau, etc. Vous aurez tout ça, et le diaporama, vous l'aurez sur le site de Partageau, vous pourrez lire ça. Donc, j'en termine un petit peu par là. Bien sûr, on aura des propositions à faire, et on les fera ce soir, des propositions notamment de transparence de l'information, d'accès à l'information, de diffusion de l'information, et puis des propositions aussi en matière d'aide à la mobilisation. On a aujourd'hui une base de données, des capacités de former des gens qui voudraient mieux comprendre ce qui se passe sur l'eau, et à l'approche des municipales, il y a peut-être des groupes qui auraient envie de travailler cette question. Alors nos questions, vous les avez sous les yeux. Bon, face aux enjeux à venir, quelle valeur ajoutée avez-vous constaté ou attendez-vous de la participation citoyenne? Deuxième question, est-ce que vous voyez des conditions à réunir pour associer et mobiliser les citoyens, puisque c'est bien notre objet? Et enfin, la participation citoyenne aux instances actuelles, est-ce qu'elle suffira pour garantir une gouvernance plus respectueuse des impératifs écosystémiques? On parle beaucoup de l'eau potable, on parle beaucoup de l'eau dont on a besoin, mais il y a l'eau qui va faire marcher tout l'ensemble du système. Je vous rappelle, elle nous traverse et elle traverse tout le vivant. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et je laisse la parole à notre animatrice. Merci Pierre, c'était parfait. Donc vous l'avez compris, vraiment l'idée de la gouvernance aujourd'hui, c'est de l'angler sous la forme de la participation citoyenne. On est là pour voir comment est-ce qu'on peut répondre tous ensemble à ces grands enjeux. On va peut-être commencer par essayer de comprendre déjà comment ça marche aujourd'hui, quelle représentativité citoyenne dans la gouvernance de chaque structure, dans les échelons qui vous ont été présentés, avant ensuite de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses pour répondre aux enjeux. On va commencer peut-être, Daniel Fréchet, avec vous, si vous le voulez bien. Donc vous avez plein de casquettes, mais notamment celle de président de la commission locale de l'eau. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans la commission locale de l'eau, comment se passe votre gouvernance? Je crois qu'il y a des collèges, avec un collège usagé notamment. Quels sont ses membres? Comment sont-ils représentés? Et à quel type de décisions peuvent-ils être associés? Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, moi, je voulais dire aussi en préambule, souvent, on a l'impression que les élus que je suis sont un peu hors sol. Je vais dire non, parce qu'avant d'être élu, je suis un usager.
Je suis le public, je suis une personne comme tout le monde. Et moi-même, je réagis en fonction aussi de mes envies, de ma vie de tous les jours. Donc je pense qu'il faut pas qu'il y ait de barrière entre un élu et l'usager. Ça, je pense que c'est important. Après, il faut savoir quand même que toutes les structures auxquelles j'appartiens, et vous l'avez dit, il y en a beaucoup, en fin de compte, et ça a été bien fait depuis des années, en fin de compte, tout le monde est représenté dans toutes les organisations où je suis. Si on parle de la clé, il y a pas mal de personnes présentes ici, hein. Il y a des élus, hein. Je vois Chantal Brosse, Stéphanie Fayard. Il y a des associations, il y a les pêcheurs, il y a Vincent Garnier que j'aperçois dans la salle. Il y a les pêcheurs, il y a la Fédération de chasse, il y a FNE, France Nature Environnement, il y a la LPO. Donc je veux dire, on a déjà tout un panel. Et la difficulté, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on est hors sol. Non, on est en adéquation avec la vie de tous les jours, avec le concret. Et je vais revenir une minute simplement sur ce qu'a dit André Viola. Moi qui suis donc depuis un peu plus de 20 ans, entre autres, président de Rennes de l'eau, j'ai bu ces paroles pendant 1 heure. Parce que là, vraiment, on a senti que c'était du concret, que c'était du vécu et que c'était la vie de tous les jours. Parce qu'en effet, on entend souvent nous dire il n'y a qu'à Foncon. Mais j'allais dire, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'eau. Je suis un élu. Je suis un financier, un comptable de formation. Je me suis intéressé à l'eau depuis 25 ans. Donc je connais bien, mais je ne veux pas être un spécialiste de l'eau, c'est pas mon rôle. Je suis un rôle d'élu, je suis là pour prendre des décisions. Il y a des techniciens, d'ailleurs j'ai une de mes techniciennes qui est ici, Julie Fort-Laurent, donc je fais attention à ce que je dis, parce que sinon elle va me reprendre, je la vois sourire. Nous, même élus, on se base sur des équipes, et j'ai la chance, que ce soit au département, donc avec la clé, ou dans mon syndicat rouennaise, ou à Lepel, on en parlera tout à l'heure, d'avoir des gens qui sont autour de moi, qui sont des passionnés. Parce que dans l'eau, c'est encore un milieu où on travaille avec des gens qui sont passionnés. C'est pas partout. Ici, c'est passionné. Donc, j'allais dire, la représentation, elle existe déjà. Je suis membre aussi du comité de bassin, et au comité de bassin aussi, il y a des gens qui sont qui représentent la population. Après, à quel niveau on les met, c'est toujours compliqué parce qu'on va. En effet, je suis là aujourd'hui parce que j'ai rencontré Partageau, avec l'agence de l'eau, bien sûr qu'on les soutient, mais voilà, ils représentent, et c'est bien, plusieurs associations, mais c'est quand même qu'une partie de la population aussi. Alors, il faut faire des choix. En effet, on travaille avec un tel, mais voilà, après, c'est compliqué, hein. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être concrètement, parce que vous dites ils sont là, on travaille ensemble, mais concrètement, ça se passe sous quelle forme, quelle fréquence, dans quelle instance? Alors, au niveau de la clé, il y a deux choses. Il y a un bureau de la clé qui se réunit régulièrement, et une clé, ce qu'on appelle une commission locale de l'eau, où là c'est un petit peu une grande instance où il y a tout le monde, qui est présidée par moi-même et Madame la préfète actuellement. Et j'allais dire, la parole, elle est ouverte à tout le monde. Alors bien sûr, on a un ordre du jeu, on a des questions, et quand il y a un dossier, chacun prend la parole. Et souvent on dit, certains ont la majorité. On n'est pas là pour voter, on ne va pas compter les voix. Ce qui compte, c'est la voix, c'est les gens qui s'expriment. Et tout le monde peut s'exprimer autour de la table, tout le monde a des bonnes idées, et on travaille, encore une fois, pour l'intérêt général. Et vous savez, quand on travaille pour l'intérêt général, les décisions sont vite prises. Je ne vais pas dire qu'il y a peu de débat, il y a du débat, mais il y a un consensus très rapide. Et ça a été dit tout à l'heure en introduction par M. André Viola. Le plus important, c'est de se mettre autour de la table. Quand on est autour de la table, on trouve toujours une solution. Parce qu'encore une fois, c'est pour l'intérêt général, et on n'a pas 50 000 décisions à prendre, 50 000 choix. Il n'y en a souvent qu'un seul choix. Parce qu'il faut être pragmatique, il faut que ça avance. Ça a été dit tout à l'heure, hein. Moi, on a fait l'étude HMIC, on va travailler sur le PTGE. Ça va être compliqué, PTGE, hein. C'est-à-dire qu'entre autres, on va se dire on a telle quantité d'eau, il faut se la répartir. Mais on va y arriver, parce qu'on a des gens autour de la table qui sont du territoire, qui aiment leur territoire, et ils se rendent bien compte qu'il y a moins d'eau, donc il faut se le partager. Mais il ne faut pas, à part l'eau potable, hein, l'eau potable est à part, bien que dans l'eau potable, il y a aussi beaucoup de gaspillage. Hein, je pense qu'il va falloir aussi que nous tous,
apprenons, même si on a fait des économies, ça a été dit tout à l'heure, moi dans mon syndicat, on a baissé à peu près 10% déjà la quantité d'eau consommée, donc c'est bien, mais il faut continuer. Hein, parce qu'en effet, c'était dit tout à l'heure, il n'y a que 7% qui est pour l'alimentation. Quand je dis l'alimentation, c'est bien sûr pour boire l'eau, mais aussi pour laver les légumes. Enfin voilà, ce qui est indispensable. Tout le reste, on peut encore faire des économies. Et il faut que tout le monde, et je pense qu'il faut faire des priorités, mais pas plus que ça. Tout le monde a le droit à l'eau. Bien sûr l'agriculture, l'industrie, parce que si on n'a pas d'industrie, on n'aura pas de richesse et il n'y aura plus d'habitants, donc il n'y aura pas besoin d'avoir d'eau. Pour le tourisme, et voilà, je pense que l'eau est pour tout le monde. Et surtout, il faut savoir gérer l'eau et la garder. J'en parlais tout à l'heure avec le fleuve Loire. On parle beaucoup du fleuve Loire. Moi, j'ai quand même un chiffre qui est important. À Villeray, il passe à peu près 1,5 milliard de mètres cubes d'eau par an. 1,5 milliard d'eau. Quand on en prend déjà 1 million, on a l'impression d'être des voleurs d'eau. 1 million sur 1,5 milliard, vous vous rendez compte? Alors bien sûr, on ne peut pas la prendre n'importe quand. Et d'ailleurs, je me bats actuellement parce qu'aujourd'hui, le système français veut qu'on aime bien mettre des dates. On nous dit, de telle date à telle date, vous pouvez prendre de l'eau. Allez, à l'automne, vous pouvez prendre de l'eau. Printemps-été, vous ne pouvez pas prendre de l'eau. Le problème, c'est qu'il y a 2 ans, pendant l'hiver, on n'a pas eu une goutte d'eau. Hein, rappelez-vous, en 2023, février, on n'avait pas d'eau. Nous, même à Rouen, on était obligé de mettre des restrictions d'eau. Et au printemps, ça coulait de partout. Donc moi, je dis aujourd'hui, arrêtons de mettre des dates fixes dans l'année. On fait des commissions ressources qu'on appelle avec l'ensemble des utilisateurs d'eau. Faisons-les toute l'année et pas seulement en juillet-août, toute l'année. Et quand il y a de l'eau, eh ben, on peut prélever de l'eau. Quand il n'y a pas d'eau, que ce soit en novembre, que ce soit en février ou en juillet, août, eh ben on ne prélève pas. Et je trouve qu'il faut de la souplesse parce qu'il y a le changement climatique. Il est là. On n'est pas là pour dire s'il est fort, pas fort. Il est là aujourd'hui, le changement climatique. Donc il faut que nous, si on s'adapte et de mettre des dates coup près, hein, je trouve qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Merci. Est-ce que, très rapidement, du coup, pour faire circuler la parole, vous pouvez quand même nous dire quelles sont les prérogatives très concrètes de la Commission locale de l'eau et la manière dont vous prenez les décisions? Du coup, on a compris, il y a une représentativité, mais comment sont prises les décisions très concrètement? Qui les prend et sur quelle opérationnalité, j'ai envie de dire? Alors, je rappelle la Commission locale de l'eau, donc c'est avec un SAGE, hein, donc nous, le nôtre s'appelle SAGE Loire-Rhône-Alpes. Vous le voyez sur l'écran, d'ailleurs. Pour moi, ce qui est dommage, c'est que, vous voyez, il s'arrête à Rouen, alors que le département s'arrête beaucoup plus au nord. Au sud, nous avons un autre SAGE, hein, qui est le SAGE Le Haramont. Et ce qui est dommage, c'est qu'au nord, il n'y a pas de SAGE. Pratiquement jusqu'à Nevers, vous avez un trou. Et c'est dommage. Moi, je milite aussi auprès de l'Agence de l'eau et du comité de bassin pour que l'ensemble du territoire soit couvert par des SAGE. Les SAGE aussi sont là pour décliner le SDAGE, hein, donc ce qui est décidé à Orléans sur l'ensemble de l'agence Loire-Bretagne. Et donc nous prenons les décisions. Nous les prenons les décisions, comme j'ai dit tout à l'heure, lors des clés. Hein, donc nous avons des services. Hein, moi j'ai un animateur, donc Gonzague, qui fait un travail remarquable, qui nous présente les dossiers et on débat autour de la table. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on passe rarement au vote parce qu'il y a un consensus sur les décisions. Alors après, c'est peut être sur des implantations, sur plein par rapport à la gestion de l'eau quotidienne, où là, donc, nous prenons nos décisions. Mais voilà, c'est une instance un petit peu qui décline un petit peu le comité de bassin sur une unité régionale, enfin, oui, même départementale, et sur donc qui est vraiment très, très intéressant et très important, parce que là, on est sur du concret. Là, on connaît notre territoire. C'est vrai que moi, quand je vois des décisions qui sont prises à Orléans pour notre territoire, ça m'embête un petit peu parce qu'ils ne connaissent pas toute la subtilité. Hein, vous savez, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, entre les problèmes de Saint-Brieuc et les problèmes de Saint-Étienne, ce n'est pas tout à fait les mêmes questions. Donc voilà, ce qui permet d'avoir quand même une décision locale, prise avec des gens locaux, et encore une fois, avec une répartition totale de gens qui ont un lien avec l'eau. Alors même si je sais que Partage Eau aujourd'hui ne participe pas à la clé, c'est une demande qu'ils font. On verra. Enfin, c'est une décision un petit peu c'est le préfet qui peut prendre la décision des membres. Voilà, je trouve que plus on est nombreux, plus c'est intéressant. Il faut qu'il y ait un panel qui représente vraiment toutes les gestions de l'eau au niveau de la clé.
Donc ça, c'est décidé par l'État, du coup, les membres, très concrètement, de la commission Oui, locale tout de à fait, l'eau. oui. C'est décidé tous les combien? Est-ce que c'est renouvelé tous les ans, tous Non, les 2 non, ans? bah, c'est un peu au fil de l'eau, hein, si je peux me permettre. Hein. D'accord. On Donc peut là, on est en formuler révision. une demande et elle est analysée Bah, dans une les... demande, peut-être pas forcément une demande, mais je veux dire, voilà, une participation, ce qui nous paraît logique. Encore une fois, nous, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en tant qu'élu, et moi en tant que président de la Clé, plus j'ai un consensus, plus j'ai un panel qui représente toutes les... Plus c'est intéressant. Ben, nous, ça nous arrange parce qu'on sait que les décisions que l'on prend, ben, elles sont partagées par tous. C'est important. C'est pour ça que je disais quand même qu'on a des gens comme FNE, comme la Fédération de la pêche, qui sont quand même des locaux. Pierre Petitbout, peut-être sur votre demande d'intégrer la gouvernance. La question qu'on pourrait se poser, donc on a bien compris qu'il y a la moitié, enfin, la Clé est composée pour moitié d'élus, pour un quart de représentants des usagers, hein, dont les associations environnementales, l'agriculture, etc. Et puis pour un quart, donc, des services. Et c'est une représentation qui va bien, qui fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui serait intéressant, et Partageau sera ravi de pouvoir y être invité si c'est possible, c'est évident. Mais ce qui nous intéresserait, c'est plutôt de pouvoir diffuser la façon dont se prennent des décisions, les enjeux sur lesquels le débat la Clé, pour pouvoir en faire un peu l'écho au niveau des citoyens et qu'ils soient un petit peu plus mobilisés dans la complexité de ces problèmes. On ne doute pas du tout du fait que vous collez à la réalité du terrain et que vous êtes tous ces représentants-là sont des gens, des citoyens comme nous-mêmes et qui ont un environnement dans leur association qui leur amène un regard particulier, mais il n'empêche qu'il semble enfin, ces grands enjeux, la façon dont ils sont débattus, ce serait intéressant qu'on puisse effectivement en diffuser un petit peu l'essence. Voilà. Après, vous le savez, hein, la communication dans n'importe quel secteur, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est-à-dire même demain, Partage Eau, qui est pourtant un large panel, vous touchez pas tout le monde non plus. C'est ça la difficulté, c'est qu'on est toujours limité à ce niveau-là. Alors, nous, c'est vrai qu'aussi, dans les élus, il y a beaucoup aussi de présidents de syndicats de rivières, beaucoup de syndicats d'eau potable, des représentants bien sûr des EPCI, des départements. Mais voilà, même en tant qu'élus, on a un panel très large qui puis, comme ça, ils peuvent aussi remonter sur leur territoire. Moi, à niveau Rouennaise de l'eau, on a une note qu'on envoie aux citoyens régulièrement où on donne, alors pas spécialement les décisions de la Clé, mais toutes les décisions qui sont prises globalement sur la gestion de l'eau pour aussi, c'est ce que je dis tout à l'heure en disant si on veut aussi que la population dans son ensemble soit plus respectueuse par rapport à l'eau, mais il faut qu'ils aient de l'information. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a compris que l'eau n'est plus inépuisable, mais il faut marteler sans cesse ce message pour qu'en effet les gens continuent à faire des économies. Nous on l'a vu sur le Rouennais parce que cette année on a eu des difficultés sur le Rouennais. Alors tout simplement parce qu'on a vidangé un barrage pratiquement qui fait les 2/3 de nos réserves et comme on a eu un été très chaud, on a eu du mal à le remplir. Ça y est, il est en train de se remplir. Il faudra que moi, chaque fois qu'il pleut, je suis un homme heureux. Il est encore pas plein, hein, mais ça y est, on est quand même à un niveau acceptable. Donc voilà, il a fallu expliquer qu'il faut faire des économies. Et c'est pas facile, hein, quand vous passez en plein été devant une maison où vous voyez que la pelouse est verte, vous arrêtez, vous allez la passer en disant il n'y a pas de miracle, si la pelouse est verte, c'est que vous l'arrosez. C'est absolument impossible, c'est pas concevable aujourd'hui vu les difficultés qu'on avait. Merci. Frédéric Figari, vous êtes directeur de Veolia Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous avez compris, la nature de nos questions porte vraiment sur la question de la gouvernance, comment ça marche. Veolia, en tant qu'entreprise privée, a des contrats avec les collectivités qui s'appellent les délégations de services publics, si je ne m'abuse. La question, c'est quel est le périmètre de ces contrats et comment se passe très concrètement la représentativité des usagers et des citoyens dans ce type de gouvernance-là? Alors, comme vous l'indiquiez, d'abord, on travaille pour le compte des collectivités, mais aussi des industriels, dans le cadre de contrats qui peuvent être des contrats de délégation, mais pas que, puisqu'on travaille aussi pour des régies, dans le cadre de marchés publics. Alors, en l'occurrence, ici, on est dans le cadre d'une régie pour un marché public pour le réseau d'assainissement. C'est des contrats de mission, en fait, qui nous sont confiés pour une durée déterminée, avec un certain nombre d'engagements. Des engagements qui touchent au patrimoine
ou ceux qu'on en apporte ou pas à l'usager, la maintenance des équipements, permettent effectivement, si je parle du réseau d'assainissement de la ville d'Andrézieux, d'éviter les déversements, de permettre effectivement le libre écoulement et que l'eau usée que vous rejetez arrive à la station d'épuration des Trois Ponts. Donc c'est des éléments importants et c'est par ce cadre-là qu'on a observé des collectivités. On a des réunions et la gouvernance pour nous, c'est la collectivité. C'est elle la donneur d'ordre, c'est elle qui nous pilote. Et elle a besoin simplement d'un expert et de notre savoir-faire pour lui permettre effectivement de réaliser le service de la meilleure façon. Je prends l'exemple aussi souvent, quand on parle d'éléments importants, pour ceux qui se souviennent, l'année dernière, on a eu une crise extrêmement importante, le 17 et le 18 octobre, dans la vallée du Gier. Moi, je suis plus implanté effectivement dans la vallée du Gier, qui a impacté énormément, je dirais, les 80 000 habitants qui étaient dans cette vallée, jusqu'à Givors. Parce que pour ceux qui ont passé devant le centre commercial de Givors, il a été complètement dévasté. Donc on voit qu'effectivement que le changement climatique peut avoir une action sur l'urbanisation. On parlait tout à l'heure d'imperméabilisation des sols et ainsi de suite. Je regardais avant de venir à La Réunion, l'imperméabilisation des sols a été 4 fois supérieure à l'évolution de la population française. Et l'impact, il est colossal. Et la production d'eau a été impactée de manière très significative par l'événement climatique, puisque l'ensemble des stations de traitement d'eau qui étaient alignées les unes derrière les autres ont été impactées. Impactées parce que la qualité de l'eau était déplorable, difficilement traitable. Donc on va être confronté à ce genre de choses. Et la communication, durant cette période-là, a été un élément essentiel. Essentiel parce que les concitoyens ont été frappés, même s'il n'y a pas eu de manque d'eau, mais l'eau a été dégradée, et ainsi de suite. Donc en général, on travaille énormément avec les collectivités, on est à leur côté. On travaille aussi avec les organismes d'État. On parlait tout à l'heure de l'Agence régionale de la santé, qui est un élément majeur, qui est, je dirais, le garant de l'aspect sanitaire de l'eau, et qui contrôle les distributeurs publics ou privés, peu importe. Et d'ailleurs, c'est bien que ce soit l'État qui agisse et qui fasse ce contrôle-là, nous a aidés, nous a accompagnés. Il y avait aussi, je dirais, une autre entreprise qui était dans la vallée, qui était Suez, et ce qui a permis de traiter au mieux. Et tout le week-end, durant toute la période, on a envoyé des informations aux usagers, on a tenu compte, bien évidemment, des informations de la collectivité, et ainsi de suite. Donc on travaille en fait aux côtés. Nous, on n'est pas un organe de gouvernance. On est un organe à côté de la gouvernance, qui est majeur, qui est la collectivité, qui est l'État. On parlait du rôle de l'État. Le rôle de l'État, il est colossal, en fait, puisque on parlait de 64. Moi, je suis de 1964, je suis né en 64. Mais effectivement, la création des agences de l'eau, la création des lois sur l'eau, on voit que, comment dire, si on est dans une région avec un passé industriel important. Le 19e siècle, dans notre vallée, enfin du moins sur Saint-Étienne, a été un élément majeur. Mais les rivières. Quand on parle du Furan, quand on parle de la vallée de l'Ondaine, quand on parle de la vallée du Gier, on revient de loin. Donc on voit que les lois et que la gouvernance, et c'est pour ça que moi je pense que la gouvernance est extrêmement importante, a permis de redresser les situations. Pour ceux qui connaissaient, je dirais, le Gier et qui connaissaient le Furan, je rappelle que le Furan, avant 2009, était traité dans sa totalité par la station d'épuration de Furania. Avant, on jetait les égouts dans la rivière et on mettait la rivière dans la station d'épuration. Heureusement, c'est plus le cas. Saint-Chamond, c'est la même chose, la vallée du Gier. Là, la première station, c'est 99. Donc voilà, faut se dire que le parcours est important, que les collectivités s'engagent beaucoup, je dirais, mobilisent beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Je pense que le cheminement qui nous attend va être aussi très important. C'est pour ça que moi, je suis très heureux de participer à cet échange-là, parce que je suis d'abord citoyen, avant d'être, je dirais, partie d'une entreprise. Et je reviens à ce que disait M. Fléchet. Moi, je suis très motivé et très heureux de travailler dans le métier que je suis. Et je trouve qu'on a un beau métier et un métier de valeur et de sens. Mais c'est la première fois que j'ai entendu, moi, il y a quelques années, on va manquer d'eau. On va manquer d'eau. On va avoir des éléments de rupture. Il va falloir nous préparer. On a un patrimoine réseau qui est colossal. C'est 1 million de kilomètres. Aujourd'hui, le capacitif d'investissement qui est fait par les collectivités, on ne renouvelle que 0,6% de ce réseau-là. Ça veut dire qu'en gros, on considère qu'il aura une durée de vie de 200 ans. Ce qui n'est pas possible. Alors que les réseaux qui transportent l'eau, c'est ce que disait M. Fléchet, sont extrêmement importants, parce que s'ils ont des pertes, c'est l'impact sur le milieu,
C'est ne peut pas pouvoir livrer aux besoins, et on sait que les besoins, il faut les satisfaire. Parce qu'effectivement, on est quand même dans une société, on a un confort. Moi, je crois qu'on a vécu le XXe siècle dans une zone un peu de confort. Les réseaux d'eau sont extrêmement développés après l'après-guerre, surtout sur les zones rurales, qui ont été, je dirais, équipées de manière formidable, moins sur les zones urbaines. Le 19e siècle a été plutôt sur les zones urbaines, le baron Haussmann, et peut-être que vous en parlerez, mais je dirais, Paris a une révolution, je dirais, structurelle des réseaux d'eau et des réseaux d'assainissement, de même Lyon pour le 19e siècle, qui a permis effectivement de répondre aux enjeux de salubrité. Donc oui, je pense que, je rebondissais simplement sur ces éléments de gouvernance, l'État et les élus ont un rôle extrêmement important, et voilà, et nous on est à leur côté. Du coup, en tant que prestataire, qui vous êtes soumis notamment à des lois de marché, à des lois commerciales, est-ce que vous constatez des zones de conflit peut-être avec les notions de transparence? Comment est-ce que vous gérez en fait ces besoins de transparence vis-à-vis des collectivités et des usagers et les impératifs qui sont les vôtres, du coup, en tant que prestataire soumis aux lois du marché? Bien sûr. En fait, aujourd'hui, tout ça est régi par la loi. On a une totale transparence sur ce qu'on exécute. On remet... le monde a changé, en fait. Le monde est devenu plus exigeant, mais pour tout le monde. Et c'est normal. En tant que citoyen, on veut plus de transparence. Et forcément, ça suit. Donc on remet chaque année un rapport annuel du délégataire qui reprend en fait l'ensemble des engagements. Quel est le rendement du service? Est-ce que vous avez tenu votre engagement? Puisqu'on a des contrats de performance, avec souvent associés à des pénalités. Donc on est dans l'obligation, je dirais quelque part, de réussir. Et cette transparence, elle est totale. Et on a des réunions, et je rappelle, la gouvernance, elle est faite par la collectivité. Le contrôle, il est fait par la collectivité. Et nous, on est juste à ses côtés pour permettre de. Donc oui, aujourd'hui, la transparence est totale. Les rapports annuels sont publics. Enfin, voilà, elles sont d'ailleurs présentées aux commissions des collectivités. Saint-Étienne Métropole présente annuellement les rapports des délégataires. Il les restructure pour représenter bien évidemment de l'ensemble. Mais oui, la transparence, elle existe. Oui, et puis on est dans un système où on a le choix. On n'est pas dans un système fermé. Beaucoup d'acteurs existent. Et la compétence, elle s'exprime. Après, l'enjeu, il est technique. Il n'est pas qu'économique. Il est avant tout technique. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'enjeu, il est technique. L'enjeu, il est faire face à la raréfaction. Il est protéger les ressources. On parlait tout à l'heure que les ressources étaient un élément extrêmement important. Les ressources, elles s'épuisent. Elles vont baisser. On sait qu'on va perdre 20 à 30% des ressources. Et le fait de perdre 20 à 30% des ressources, si les pollutions subsistent, les concentrations des polluants vont augmenter. Donc oui, il y a besoin effectivement d'expertise. Nous, on est des experts aux côtés des collectivités et on agit avec eux, mais dans un cadre qu'ils ont défini et avec une transparence totale. Merci. Anne Lestrat et Frédéric Figari parlaient à l'instant d'une révolution Haut-de-Paris. Alors, à l'époque, vous allez pouvoir témoigner de la démarche qui a été la vôtre. Ça a été justement de créer une régie publique. Pourquoi ? Quels enjeux démocratiques est-ce que ça pose? Et comment avez-vous intégré, notamment dans ce processus-là, une concertation avec les citoyens, les usagers? Est-ce que vous pouvez nous faire part de cette expérience sur Paris? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez bien? Oui. Et merci pour l'invitation. Alors, je sais qu'on doit faire court et c'est vrai que la réforme structurante du service d'eau à Paris est complexe à expliquer. Mais donc, je vais faire simple. En plus, vous avez la gentillesse de dire que j'ai écrit un livre qui explique toute l'expérience menée. Mais quand même, pour bien comprendre, quand je suis arrivée élue en 2001, parce que donc moi, j'ai exercé des responsabilités politiques et on va dire opérationnelles, parce que élue de 2001 à 2014, adjointe au maire de Paris en charge de l'eau, l'assainissement et les canaux, et j'étais présidente PDG de la société d'économie mixte qui était en charge de la production de l'eau en 2001. Et c'est à partir de cette structure qu'on a créé la régie publique Haute-Paris, qui est la plus grosse régie publique encore d'eau de France, et qu'on a adjoint les fonctions de distribution et de facturation. Juste pour comprendre, on a en plus adjoint aussi d'ailleurs des fonctions de laboratoire. Donc voilà, cette grosse structure publique créée. En fait, pourquoi on l'a fait ?
Alors, peut-être que le monde a changé. Alors, je voudrais pas trop polémiquer avec mon voisin de droite, mais en tout cas, moi, ce que j'ai constaté en 2001, quand je suis arrivée, eh bien, c'est que évidemment, il y avait. Donc, on était en délégation de service public pour la distribution et la facturation, avec Veolia, la filiale Générale des Eaux, et la Lyonnaise des Eaux, aussi filiale de Suez. Donc, en gros, le Paris se partageait. Enfin, il se partageait le marché parisien de l'eau. Eh bien, il n'y avait pas de contrôle de la collectivité réelle, il n'y avait évidemment pas de contrôle citoyen et démocratique, il n'y avait pas de transparence, et les flux financiers étaient évidemment beaucoup plus, comment dirais-je, sortants du service, pour parfois des activités qui ne répondaient pas d'ailleurs aux besoins du service. Donc vraiment, et je le fais mais très court, donc il y avait très clairement, au fond, un dysfonctionnement. Et c'était pas du tout dans l'intérêt à la fois de, on va dire, de la protection de la ressource, mais dans l'intérêt aussi d'une politique publique de l'eau un peu ambitieuse en termes de soutenabilité. Donc on a travaillé et ça, même si c'est pas la gouvernance citoyenne, mais moi je tiens à le dire. Parce qu'on a travaillé aussi avec les salariés de la société d'économie mixte en charge de la production, celle qui s'est transformée, pour penser le service de demain. Et ça, pour moi, c'était important parce qu'on a justement fait une concertation, on va dire, avec le personnel pour imaginer la régie publique de l'eau. Et ça a été évidemment un élément de transition important. C'est aussi comme ça qu'on a fait advenir l'idée qu'il devait y avoir une démocratisation du service de l'eau. Et je la fais aussi très courte, ça a été très long, parce que vous vous doutez bien que Paris, la capitale de la France, qui a le plus délégué ses services d'eau et d'assainissement au monde, qui a vu la naissance des deux plus grosses multinationales de l'eau à cette époque, Suez et Veolia, maintenant il ne reste quasiment plus que Veolia. Évidemment, les pressions ont été très dures, le travail a été très rude, et on m'avait de toute façon prédit que je n'y arriverais pas. Nous y sommes arrivés, mais au prix, vous imaginez, voilà, d'obstacles, pour être gentille. Donc, on l'a fait. 1er janvier 2010, création de la régie Hauts-de-Paris. Et c'était très important pour moi de dire que ce n'était pas seulement contre le privé, en tout cas contre une marchandisation de l'eau, c'était aussi pour un service public de l'eau réformé. Et ça, c'est mon discours permanent, parce que moi, je suis très pro-service public, mais je sais très bien que ça ne fonctionne pas toujours très bien, que la gestion publique en soi, eh ben, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, si justement on n'imagine pas une meilleure gouvernance. Donc, on a voulu, déjà, pour répondre directement à la question, eh bien, changer le conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration de la régie, habituellement, c'est des élus d'opposition de la majorité. Là, on l'a ouvert à des représentants des salariés et à des représentants de ce qu'on appelle société civile, ou certains diront société civique. Donc, il y a un ou une représentante de France Nature Environnement, et un ou une représentante de UFC Que Choisir, et aussi un ou une représentante d'un observatoire parisien de l'eau, parce que c'est une nouvelle structure qu'on a mise en place. Donc cet observatoire parisien de l'eau est j'y reviendrai après, est une entité justement qui permet aussi une meilleure concertation autour de l'eau. Donc ce conseil d'administration, eh bien moi je l'ai vu très concrètement. Évidemment que ça change. Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes plus que entre, on va dire, élus et services de l'eau, eh bien, d'abord, ça veut dire quoi? Vous devez rendre intelligible, moi je vais être très concrète pour parler gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut rendre intelligibles les informations. Donc moi, c'est aussi un travail que j'ai mené auprès des services de Paris, parce que je les dirigeais, et les services d'Hauts de Paris que je dirigeais aussi, en disant, les rapports, ils doivent être accessibles. On ne parle pas à des initiés. Et donc ça c'est pour moi un point essentiel. La question de la transparence, parce que peut-être que le monde a changé, en tout cas moi quand je l'ai connu, et on l'a vu avec le retour en gestion publique à Paris, les rapports de délégation
annuels donnés par les délégataires privés, non, étaient tout sauf transparents. Ça, on l'a bien vu. Les chiffres sur les travaux n'étaient pas les bons, les chiffres sur le personnel affecté n'étaient pas les bons. Et donc ça, c'est plus possible en régie publique. Il y a une transparence totale. Toutes les informations sont délivrées et on discute des schémas d'investissement, des stratégies opérationnelles. Et donc là, évidemment, il y a une transparence d'information. Et ça, pour moi, pour répondre à une des questions, c'est un point essentiel. Aujourd'hui, et même au-delà du cas parisien, au-delà du cas d'ailleurs DSP, pas DSP ou autre, on a un problème, je pense, d'information, de données. C'est-à-dire que pour une bonne démocratie de l'eau, il faut qu'on sache de quoi on parle et il faut avoir l'accessibilité des données quantitatives, qualitatives, patrimoniales, tout ce qu'on veut. Et ça manque. Ça manque. On n'a pas. Il y en a qui s'imaginent qu'il faut encore explorer comment dirais-je, nos planètes, la Lune et Mars pour voir si on a de l'eau. Mais déjà, ça serait bien qu'on sache exactement quels sont les prélèvements sur les nappes, quels sont les prélèvements sur les cours d'eau, qui consomme quoi, comment, quel est l'état de la qualité de l'eau. Donc ça, c'est vraiment. Enfin, j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est un premier facteur de bonne gouvernance et démocratie de l'eau, l'accès à l'information, la rendre accessible. Après, on l'a vu au sein du conseil d'administration, et bien évidemment, quand vous élargissez les intervenants, on va dire les parties prenantes, et bien évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes discussions. Le ou la représentante de FNE va dire « Ah bon, ben, vous, Haute-Paris, vous voulez travailler sur la préservation de la qualité de l'eau c'est quoi votre stratégie? Comment vous faites ça? Mais vous dites ça, mais pourquoi? Voilà. Donc, on a évidemment un travail, comment dirais-je, des débats beaucoup plus ouverts et plus intéressants pour la régie. Et comme je l'ai dit, parce que je sais qu'il ne faut pas que je sois longue, l'Observatoire de l'eau, eh bien, il a été mis en œuvre, là aussi, pour avoir ce regard, on va dire, la société civique. Donc, il est présidé par un ou une membre de l'Observatoire et il est là pour, on va dire, discuter des enjeux de l'eau à Paris. Il est là aussi pour demander, d'ailleurs, transparence et information au service de l'eau parisien. À Haute-Paris, il est censé avoir aussi, on va dire, un contrôle un peu d'évaluation du travail fait. Et pour être très transparente, parce que justement je pense qu'il faut être honnête, il a très bien fonctionné. Je constate d'ailleurs malheureusement qu'il fonctionne un peu moins maintenant sur Paris. Je pense qu'on pourra avoir peut-être d'autres occasions d'en parler, parce que justement il faut aussi qu'il y ait une vraie volonté de faire fonctionner l'Observatoire. Et ça, c'est pas toujours évident, parce que parfois, on va dire, certains élus ont moins envie de faire entendre la voix des citoyens et des citoyennes, parce que les services, parce que là aussi, je pense qu'il faut dire les choses, parce que les services n'ont pas forcément toujours envie de rendre compte aux citoyens et aux citoyennes, parce que du coup, ça prend du temps et autres, et parce qu'en effet, la démocratie, entre guillemets, ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps. Et ça, c'est aussi une donnée qu'il faut intégrer. Et puis, puisque je sers tout le monde, eh bien parfois les citoyens et les citoyennes sont très demandeurs, mais n'ont pas forcément toujours envie de s'impliquer. Moi, c'est quand j'ai créé l'Observatoire, je voyais plein de gens qui étaient bien commun, et je disais maintenant c'est bon, en gros venez dans l'Observatoire. Ils disaient non, maintenant tout est bien, c'est super. Je dis non, en fait ça peut pas fonctionner si en fait les gens se désengagent. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une réflexion générale qu'on doit avoir sur d'abord les structures qu'on met en place. Donc moi je pense que c'est très important d'avoir des structures ouvertes et qui justement soient plurielles, c'est-à-dire qu'on a un modèle de gouvernance théorique qui marche, enfin qui est censé bien marcher, mais en réalité, d'ailleurs André Viola l'a dit, on aura de plus en plus de conflits, de tensions sur l'eau. Donc à côté de notre gouvernance institutionnelle, il faut inventer d'autres lieux, que ce soit dans les services de l'eau comme je l'ai monté, ou ailleurs, qui soient des lieux
de concertation, de co-décision, de co-élaboration des politiques de l'eau. Et ça me semble très important. Pour finir là-dessus, je sais que vous avez une expérience notamment de résidence dans un festival Agir pour le vivant à Arles, qui était justement un espace de concertation. Partage Eau en crée un autre, notamment avec ces ateliers et ce forum. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire, dans votre expérience, quand vous avez été ensemble sur 4-5 jours avec différents acteurs de l'eau, pas en public, pas en train de rendre des comptes, pas en train d'essayer de préserver une image ou de gagner une image, etc. Qu'est-ce qui se passe du coup dans ces moments de concertation réelle de terrain et qu'est-ce qu'on a à y gagner ? Oui, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que en effet, cette résidence, dans le cadre du Festival Agir pour le vivant, on était, entre guillemets, en huis clos. Donc, je l'ai monté et animé, et donc on voit bien que même des gens qui peuvent être en désaccord assez violent, on va dire, enfin assez dur parfois, en extérieur sur des sujets hauts, quand on les invite à discuter entre eux, sachant que ce n'est pas filmé et qu'on prend le temps d'approfondir le sujet, et on se rend compte qu'il peut encore avoir des points de divergence, mais quand même qu'il y a plus de commun qui se dégage, qu'il y a plus d'écoute. Et en fait, c'est ça. Je ne fais pas du tout une réflexion béni oui-oui, parce que je pense qu'il ne faut pas effacer les conflits et les tensions qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des conflits d'intérêts différents. Mais en tout cas, on peut mieux les comprendre, on entend le point de vue des uns et des autres, et on peut définir aussi un chemin pour un partage de l'eau plus juste. Et c'est vrai que ça se fait. Ça se fait pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas un lieu de décision là concret, parce que ça ne va pas être un lieu, en effet, de visibilité où les gens vont être dans la posture. Et donc, ça a été dit aussi en amont. Moi, j'ai travaillé aussi avec l'Observatoire de l'eau du département de l'Aube. Et en fait, je pense que c'est très important d'avoir des lieux de rencontres, de débats et de discussions autour de l'eau, parfois en dehors des moments de décision, en dehors des moments où, justement, on va devoir là trancher sur certains points, pour qu'il y ait ce temps démocratique autour des enjeux d'eau. Ça peut être une piste. Merci pour le territoire ici aussi, pour la suite des ateliers. Claire Mallet, vous êtes entrée dans le sujet eau par la question de la qualité, suite à la confrontation à des eaux marrons qui arrivaient dans les foyers, j'imagine. De là, est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quelle a été votre mobilisation, qui a finalement abouti sur la création d'une régie publique, et comment vous avez abordé cette question justement de la place du citoyen, de son engagement dans toutes ces questions de l'eau? Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, entre l'été 2022 et le début de l'année 2023, dans l'Ondaine, on a eu énormément de plaintes de citoyens sur la qualité de l'eau qu'ils avaient au robinet, donc de l'eau colorée, allant du jaune au marron, de l'eau qui sentait mauvais, qu'ils ne pouvaient plus du tout utiliser pour les usages courant, donc pour boire, mais aussi pour se laver, pour faire la cuisine. Voilà, pour certains, c'était vraiment très impactant sur leur vie. Mais les plaintes des citoyens étaient surtout sur les réseaux sociaux. Certains interpellaient les élus locaux, voilà. Mais il n'y avait pas de mobilisation citoyenne à proprement parler. Et puis, comme j'ai eu par le passé d'autres expériences militantes, même si j'étais pas directement concernée par ces problématiques, je me suis dit, on va essayer de mobiliser les citoyens à travers un regroupement. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le collectif Ondaine Eau en avril 2023, pour essayer de mobiliser les habitants des communes concernées et voir ensemble comment on pouvait interpeller les élus et avoir plus de poids pour que des solutions soient enfin proposées. Alors, au départ, ce que j'ai proposé de mettre en place, c'est simplement un formulaire de recueil des témoignages des personnes concernées. Avec ce formulaire, on a reçu les témoignages d'environ 80 foyers, ce qui montrait que c'était pas une question de quelques personnes éparpillées dans diverses communes, mais vraiment
qu'il y avait un vrai problème systémique, on pourrait dire. Donc ce questionnaire, ça a été très important, je pense, dans les relations qu'on a eues ensuite avec les élus, parce que pour la première réunion publique qu'il y a eu sur le sujet, on nous parlait de solutions pour 2035. Quand vous avez de l'eau qui coule marron au robinet tous les jours, que vous ne pouvez pas utiliser votre eau pour vous laver, pour cuisiner, pour les enfants, etc., qu'il y a des personnes qui ont eu des problèmes intestinaux, par exemple, quand on vous propose des solutions pour 2035, c'est un peu difficile à avaler. Mais grâce aux formulaires qu'on a et aux réponses qu'on a apportées aux élus, je pense qu'ils ont pris au sérieux cette mobilisation citoyenne plus que si ça avait été juste quelques citoyens qui s'étaient exprimés. Non, là on a apporté de vraies constatations avec des photos, des descriptions précises, des adresses qui ont permis ensuite d'identifier des réseaux, des quartiers plus concernés que d'autres. Et du coup, ça a permis d'engager déjà les échanges avec les élus. Ensuite, c'est vrai qu'au départ, on avait le sentiment de ne pas forcément être pris très au sérieux et pas très écouté par les élus. C'est pour ça que la mobilisation est aussi passée par les médias. On a fait notamment une manifestation devant le siège de la métropole à Saint-Étienne où il y a eu plusieurs médias qui se sont déplacés et qui ont un peu fait parler de la mobilisation. Je pense que ça a permis aux élus aussi de pouvoir se dire: il y a des citoyens qui se sentent concernés, qui se sentent impliqués et qui vont pas lâcher l'affaire. Donc c'est important qu'on puisse vraiment les écouter et travailler ensemble pour trouver des solutions. Suite à ces échanges, il y a un budget qui a été trouvé pour réaliser les premiers travaux les plus prioritaires pour retrouver une qualité de l'eau satisfaisante pour les foyers. Et c'est ce qui a été fait. Et voilà, les travaux se continuent aujourd'hui. Mais on a de moins en moins de problématiques, si ce n'est plus du tout pour l'instant. Et pourquoi avoir été du coup jusqu'à créer une régie publique? Est-ce que vous ne sentiez pas, dans la manière dont c'est organisé actuellement, la possibilité de faire bouger suffisamment les choses? Comment ça s'est passé pour vous? Alors en fait, les élus, ce sont les élus locaux, les maires des communes, avaient quand même vraiment envie d'agir, même si c'était compliqué pour eux. Mais ils se sont dit, comme disait Monsieur Viola ce matin, la solidarité dans des situations comme celle-ci, c'est extrêmement important et il faut qu'on mutualise nos moyens, nos ressources pour accorder à nos citoyens une eau de qualité. Et donc, au départ, la régie publique n'était pas prévue aussitôt, mais les problématiques qu'on a pu rencontrer dans l'Ondaine ont conduit à une mise en place plus vite que ce qu'il aurait imaginé au départ. Donc finalement, ça a été, on pourrait dire, un bon côté de ces problématiques. Après, moi, il m'a été proposé le poste, entre guillemets, de représentante des usagers au conseil d'exploitation, justement parce que j'avais un peu mené la barque de la mobilisation citoyenne. Et on peut le dire, je pense que c'est une des rares régies à intégrer des citoyens aujourd'hui. Donc on peut s'en féliciter. Merci.
Parmi les rares régies justement à intégrer des citoyens dans la gouvernance, il y a eu un témoignage ici l'année dernière au Forum de la métropole de Lyon qui a créé une assemblée des usagers de l'eau en 2022 qui est composée d'environ 120 personnes issues de la société civile et 4 de ces personnes siègent au conseil d'administration de la régie publique de l'eau. Alors Pierre Petitbout, vous êtes 5, leur fil, vous avez travaillé 1 an en atelier pour poser justement cette question de la représentativité citoyenne. Vous l'avez posée aussi sous la forme de est-ce que ce qui se fait aujourd'hui est suffisant? Ça sous-entend, j'imagine que vous pensez que ça ne l'est pas. Alors je propose qu'on aille directement sur vos propositions maintenant en tant que collectif citoyen, en tant que observateur, en ayant réfléchi depuis 1 an, en voyant comment ça se passe dans les instances actuelles. On a essayé assez rapidement de voir différents cas de figure. Qu'est-ce que vous auriez envie de soumettre comme proposition à votre territoire? Et on pourra faire réagir justement des représentants de différents parties prenantes sur le territoire. Avec le micro. Oui, alors on a affiché effectivement un certain nombre de propositions. En fait, c'est ce soir que les propositions vont vraiment se faire parce qu'on compte sur la journée pour nous donner des idées et avancer. Il est bien clair que, je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, l'accès à l'information et la diffusion de l'information nous semblent excessivement importantes. Alors, sous forme, pourquoi pas, on a lâché l'idée d'un observateur citoyen de l'eau dans la Loire pour effectivement, j'allais dire, accéder à ces données et les rendre intelligibles par le plus grand nombre de façon à ce que les citoyens puissent s'emparer de la question. Les choix qui vont devoir être faits sont des choix douloureux. Monsieur Viola le disait bien tout à l'heure, il faut que la société civile, entre guillemets, pousse ses représentants, les tienne un petit peu, j'allais dire, les pousse un peu à prendre ces décisions qui vont être difficiles et qui ne sont pas forcément agréables à imposer quand on a un mandat d'élu. Donc il faut qu'on est tous co-responsables de ce qui va se passer. À côté de cette information, nous, on voudrait aussi se dire cet observatoire, il peut avoir une capacité de formation des élus ou des citoyens qui veulent s'emparer de ces questions. Je disais notamment par rapport aux gens qui veulent se mettre dans des mandats électoraux, il y a peut-être une formation à avoir pour attraper ces enjeux. Et enfin, on voudrait aussi, pourquoi pas, être un lieu de recueil des alertes. Si les gens ont effectivement des questions qui se posent par rapport à l'eau, qu'ils puissent effectivement le signaler et qu'on puisse aller avec eux, voir comment on peut analyser ces choses, les accompagner dans leur démarche et faire en sorte qu'ils trouvent des solutions, que se trouvent des solutions à leurs problèmes. Voilà. Est-ce que, dans votre expérience sur ce territoire, vous verriez un intérêt justement à ce qu'un tel observatoire puisse voir le jour? Peut-être à nous dire aussi ce qu'il a pu apporter, même si on a entendu qu'il y avait des limites à Paris, et aussi cette question de l'assemblée citoyenne des usagers. Est-ce que c'est une piste qui est envisagée, qui est envisageable? Qu'est-ce que ça pourrait apporter très concrètement dans la représentativité, l'implication des citoyens et peut-être pour accélérer l'accès à l'information? Voilà. Comment est-ce que vous voyez les choses peut-être rapidement en tant qu'élu, parce qu'on va essayer quand même de prendre quelques questions qui ont été posées par papier. Moi, j'allais dire, je vais prendre cette fois ma casquette en tant que président de Ronesse de l'eau, donc un syndicat qui est en régie, essentiellement. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai regardé qu'il y avait 153 000 habitants qui étaient sous la régie. Pratiquement, c'est Ronesse de l'eau, à quelques milliers près. Donc, nous, on travaille en régie. Nous avons une volonté d'être très près de nos administrés. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème sur un réseau, un problème de goût, problème d'odeur, problème de couleur, ça arrive, parce que des fois même sur une même rue, vous avez des logements qui ont un problème et pas celui d'à côté. Tout de suite, on envoie une équipe et on est très très proche de nos citoyens pour pouvoir régulariser ça le plus tôt possible. Après, ce que j'ai dit tout à l'heure, le problème, c'est de trouver au niveau des citoyens le bon niveau. On ne peut pas mettre tous les citoyens, d'ailleurs, c'était dit tout à l'heure, c'est dur à les mobiliser. Et après, qui représente quoi? Alors nous, ce qu'on a fait, parce que je vais prendre un exemple concret, à un moment, on a eu un problème d'odeur sur Roanne. Dans la même rue, il y avait des maisons où l'eau au robinet avait une odeur, on a été voir, c'est vrai, et à côté, il n'y en avait pas.
Donc c'est dur à trouver, hein, c'est dur à réparer. Hein. On a trouvé comme des solutions. Du coup, on a mis, suite à cet événement, des goûteurs. On a sélectionné des personnes qui étaient volontaires. On leur a appris à goûter l'eau, à reconnaître des odeurs particulières. Et ce sont un peu ils sont là pour alerter. Dès qu'il y a un problème, hop, ils nous appellent en disant « Ah, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une odeur ». Donc, vous voyez, nous, c'est plus concrètement sur certains dossiers qu'on travaille par secteur en fonction des éléments. Après, j'allais dire, il ne faut pas oublier que moi, c'est un syndicat hein, avec des élus de grandes communes comme Roanne, de petites communes, hein, de hameaux. C'est déjà la représentation nationale parce qu'ils sont élus. Donc ils sont déjà citoyens et élus. Donc ils sont là aussi pour faire remonter le dimanche matin quand ils vont faire le tiercé ou acheter leur pain. Ils rencontrent les citoyens. Moi, je rencontre le dimanche et tous les jours. Et on me donne plein d'infos sur l'eau que je fais remonter. Donc là aussi, c'est du concret, c'est du constant. Après, je veux dire, on n'est jamais contre des choses comme ça. Simplement, il faut trouver le bon niveau. Alors c'est vrai que Partageo a cette particularité, c'est pour ça que on est là aujourd'hui, c'est que ça fédère et ça représente beaucoup d'associations et ça a un certain poids et aujourd'hui que ça peut être intéressant en effet de travailler avec Partageo, mais voilà, on n'aura quand même qu'une partie de la population. En même temps, quand je parlais d'alerte, c'était pas seulement sur l'eau potable, hein, c'était aussi sur l'ensemble de l'écoulement de l'eau. Et on a l'intérêt d'avoir tout un réseau de gens qui sont effectivement sur l'ensemble du département. C'est important de pouvoir se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut analyser tel ou tel problème et aller un petit peu à la source de ce qui se passe. Mais je ne m'en tenais pas simplement à la question de l'eau potable, hein, mais bien, à l'ensemble de l'eau. Et c'était plutôt par rapport à la clé qu'on pensait... D'ailleurs, l'avantage, je vais revenir sur Roanne de l'eau, c'est qu'on était le premier syndicat en France à gérer la totalité du cycle de l'eau. Aujourd'hui, et c'est bien parce que beaucoup le font, et pratiquement tout le monde, avant il y avait le syndicat d'eau potable, il y avait le syndicat de rivière, il y avait le syndicat d'assainissement, l'eau pluviale était gérée par le PCI. Nous, on gère tout. Absolument. Donc, je veux dire, ça nous permet d'avoir une vision globale et d'avoir toutes les remontées, hein, que ce soit au milieu naturel, que ce soit l'assainissement. Et donc, ça permet d'avoir une vision aussi globale du cycle de l'eau qui est un tout, en fin de compte. Merci. J'ai encore beaucoup de questions pour nos invités, mais je crois que vous en avez écrit sur vos papiers. Et comme l'heure tourne, c'est peut-être le moment de plutôt passer à vos questions. Qui c'est qui les lit ? Je vais le faire rapidement, on a malheureusement très peu de temps devant nous. Donc d'une part, un constat, il y a eu beaucoup de questions qui étaient posées à M. Fréchet donc en tant qu'élu, donc je vais essayer d'en sortir une ou deux. Mais avant, je vais demander aux personnes de répondre très très brièvement, on a quelques minutes. Si on prend 5 minutes à parler, on ne pourra pas prendre d'autres questions. Donc une question, par exemple, qui était pour la régie de Londaine, donc c'est plutôt à clair. Est-ce que le fait d'avoir vu arriver une régie, ça a permis, par exemple, de faire baisser ou pas le prix de l'eau? Donc assez rapidement. Alors, le coût de l'eau, non. Pour les citoyens, il n'a pas diminué pour l'instant. Et a priori, il va même plutôt augmenter dans les années qui viennent. Parce que si on veut renouveler les réseaux, comme on a vu que nos réseaux étaient très vieillissants et qu'on veut maintenir le rythme de renouvellement, il faut forcément qu'on puisse financer ces réseaux. Par contre, au niveau des dépenses déjà de fonctionnement de la régie, il y a une vraie baisse qui a été déjà constatée par rapport à quand chaque commune avait ses propres modes de gestion de l'eau. Donc là-dessus, c'est déjà un premier point. Et après, c'est vrai qu'il faudra travailler. On verra dans le futur comment ça se passe. Merci.
Après, il y avait une ou deux questions à M. Figari, pareil, peut-être de répondre rapidement, mais c'est compliqué, je sais, mais voilà, ça sera l'exercice. Finalement, il y a une question qui sont, quels sont les bénéfices réalisés par Veolia dans le cadre d'une DSP, d'une délégation de service public, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire est-ce qu'en marge, en pourcentage, on peut dire, en gros, Veolia récupère X% là-dessus? Ça, c'était une première question. Puis un deuxième très très concret, très matériel, où passent les résidus des stations d'épuration? Est-ce qu'ils sont remis dans le circuit de l'eau ou pas? C'est vraiment des questions. Merci. Alors pour le résultat, vous pouvez aller sur Internet, vous verrez le résultat de l'entreprise. Hein. C'est une entreprise, je dirais, qui a 173 ans, qui est donc assez ancienne et résiliente, hein, puisqu'elle s'est adaptée à chaque changement. Hein. Elle a su effectivement coller aux besoins des collectivités et apporter une certaine technicité. Et souvent, c'est 1% ou 2%. Voilà. Donc, c'est pas colossal. C'est pas une entreprise. 2% de quoi, par exemple? Du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires. Donc, c'est pas une entreprise. C'est pas comme les banques. C'est pas comme l'internet. C'est une mission, je dirais, qui n'est pas très capitalistique et qui est plutôt sur la durée et qui a beaucoup de risques. Hein, voilà. Il y a des contrats qui perdent de l'argent, il y a des contrats qui en gagnent. Donc tout ça, voilà. Donc, mais vous pouvez aller sur Internet, vous verrez, les comptes sont publiés, donc ce sera très facile pour vous de vérifier ce que je dis. Après, sur les stations d'épuration, et c'est un sujet qui me passionne, puisque effectivement c'est un élément extrêmement important. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses que l'État va lancer, parce que je le rappelle, hein, tout ça est contrôlé par l'État. Enfin, il y a des lois. Hein. On est dans un cadre strict. C'est pas l'opérateur public ou privé qui décide ce qu'il doit faire. Donc, au niveau, on parlait tout à l'heure des PFAS, hein, par exemple, il y a un plan d'action en 2026 qui va être lancé sur toutes les stations d'épuration pour connaître quel est le flux, parce qu'il est inconnu aujourd'hui. Voilà. On ne connaît pas tout. Il faut être aussi dans une totale transparence. Donc, aujourd'hui, les PFAS vont faire l'objet pour toutes les stations d'épuration de plus de 10 000 équivalents habitants de France et de Navarre, de 3 mesures pour vérifier s'il y a des PFAS. De la même manière, les DREAL, enfin, je rappelle, là aussi c'est un organisme d'État qui suit les industriels, puisque les industriels sont à la genèse des PFAS, et nous sommes aussi les consommateurs de ces PFAS-là. Enfin, je rappelle qu'on est dans une boucle, hein. C'est ce que je disais, M. Viala, hein. Il ne faut pas opposer les choses, on est dans une organisation où nous sommes la cause. Enfin, c'est bien l'humain qui a créé les problèmes, c'est pas la nature. Voilà. Donc, faut bien se dire qu'on est acteur important dans le dispositif. Donc voilà. Donc en tout cas, sur les micropolluants, je dirais c'est les choses qui voient le jour et qui sont de plus en plus adressées. La question technique était sur où va ce qui sort de la station d'épuration. Alors, une station d'épuration, c'est ce que disait M. Viala. Hein, vous utilisez votre eau usée, hein, vous la rejetez dans un réseau d'assainissement qui est au pied de votre immeuble. Tout ceci est collecté, arrive sur une station. Ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, hein, il y a quelques années, dans certaines vallées du Gier, il n'y avait pas de station d'épuration. Donc ce que vous rejetiez allait dans la rivière. Heureusement, tout ça a changé grâce aux lois sur l'eau et ainsi de suite que vous expliquiez tout à l'heure, qui ont permis de révolutionner et de préserver les milieux. Moi, je suis au Savoyard, mais qui n'est pas originaire du Stéphanois, il y avait certaines rivières, et je tairais, qui étaient très colorées par les teinturiers. Voilà. Donc aujourd'hui, je dirais que tout ça a changé. Donc les stations d'épuration dépolluent. Certaines stations d'épuration sont équipées, je dirais, de systèmes de valorisation thermique des boues. C'est ce qu'on appelle une incinération. C'est le cas de Saint-Étienne. Hein. Saint-Étienne incinère ses boues, valorise ces calories-là pour permettre effectivement quelque part d'en faire quelque chose. C'était le cas de Saint-Chamond il y a quelques temps, puisqu'il y avait un réseau de chaleur qui était alimenté aussi par ce système-là. Certaines boues sont valorisées aussi en agriculture. Elles retournent, puisque vous savez que l'agriculture est un grand exportateur de matières organiques et que pour les sols, il y a besoin effectivement d'un amendement organique et que les boues sont une des solutions et permettent de limiter les apports en azote et en phosphore qui sont extrêmement importants, hein, puisque l'agriculture nous nourrit. Tout à l'heure, on parlait des agriculteurs et je pense qu'effectivement, cette révolution-là est extrêmement importante. Et donc, il y a effectivement une valorisation. En fait, tout ça est suivi et dans un cadre réglementaire et rien ne se fait, je dirais, sans effectivement une vision de l'État. Et ainsi de suite. Je sais Merci. pas si j'ai répondu Anne, vous vouliez réagir, je crois. Oui, une question à Anne. Donc, êtes-vous arrivé à voir l'empreinte eau pour chaque entreprise industrielle, agriculture et pour la qualité, pesticides, PFAS? C'est-à-dire, est-ce que le travail qui a été fait sur la région, sur Paris, a permis d'identifier effectivement l'empreinte que peuvent avoir notamment les grands utilisateurs? L'empreinte au sens les pollutions?
Oui, c'est ça, notamment. Parce que l'emprunto, c'est encore un autre concept. Tout à fait. Non, là, on précise bien pour la qualité par rapport aux pesticides, les PFAS. En faites-vous plus que les obligations réglementaires, plus que sur le principe de précaution. Oui, et notamment la régie, le passage en régie a permis d'avoir une politique encore bien plus ambitieuse de préservation de la qualité de l'eau. Parce que, et là, j'ai malheureusement pas le temps, mais André Viola y a fait référence. Haute-Paris a été pionnière dans la mise en œuvre d'un service, d'un paiement pour service environnemental, donc d'un outil pionnier de PSE qui permet d'avoir des partenariats avec le monde agricole pour des pratiques agroécologiques, pour une baisse des intrants chimiques sur les aires d'alimentation de captage d'eau de Paris. Donc et ça, c'est vraiment important parce que ça a fait ses preuves. C'est-à-dire que quand le gouvernement a diminué, par exemple, le maintien à l'agriculture biologique, très concrètement, les agriculteurs qui étaient passés en bio sur les aires d'alimentation de captage pour Paris, eh bien, ont pu continuer, et se sont pas déconventionnés, ont pu continuer leurs pratiques agricoles parce qu'ils avaient cet accompagnement financier à la fois par l'Agence de l'eau et par Haute-Paris. Donc c'est un gros travail, on fait l'animation territoriale. Donc comme je sais que j'ai pas beaucoup de temps, je voudrais juste revenir sur aussi un point, d'ailleurs une question qui avait été posée, sur c'est quoi l'intérêt en fait de démocratiser et d'avoir une gouvernance plus ouverte. Alors c'est vrai que nous, quand on l'a fait à Paris, il faut dire les choses comme elles sont, parce qu'on a décidé cette réforme en 2009, elle a été mise en œuvre 1er janvier 2010. Là aussi, on était très pionniers, parce qu'à cette époque-là, parler de gouvernance, de démocratie, de l'eau, avec des citoyens, c'était quand même une petite niche. Et donc, l'Observatoire de l'eau mis en œuvre, eh bien, je me souviens très bien de la première discussion. On a eu sur le prix de l'eau. Et j'ai fait l'expérience une fois de plus que quand on donne les informations, quand on prend le temps du débat, eh bien, cette première réunion de l'Observatoire de l'eau avait conclu qu'il fallait une baisse de l'eau, parce que quand même on savait que les délégations au privé avaient été très lucratives. Et d'ailleurs, la première année, on a gagné à peu près 35 millions d'euros d'économies quand même quand on est passé en régie. Mais on en a décidé, et après discussion avec l'Observatoire, qu'on allait baisser de manière raisonnable, parce qu'on avait une baisse de la consommation, parce qu'on voulait justement investir plus sur le réseau de distribution, parce qu'on voulait accompagner sur la préservation de la qualité de l'eau. Et donc, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on donne, en gros, quand on parie un peu sur l'intelligence collective, quand on donne les informations, quand on fait un tour de table des enjeux, voilà, qu'est-ce qui se décide ? Eh bien, il se décide quelque chose très raisonnable et qui est se frapper sur le coin du bon sens. C'est oui, on va baisser un peu le prix de l'eau, mais moins peut-être qu'envisagé, parce qu'il nous faut des investissements. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à Paris. Et ça reste encore un prix très raisonnable, avec évidemment une envie de faire encore plus d'investissements. Et donc, on aura sûrement aussi une augmentation du prix de l'eau. Mais en tout cas, le pari de la démocratie de l'eau souvent conduit à des solutions qui sont mieux comprises et plus adaptées. Et ça, on l'a vu à Paris, on a beaucoup défriché. Et ce dont je me félicite, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a plein de nouvelles, en fait, de nouveaux outils qui se mettent en place. Et je suis absolument convaincue qu'il ne faut pas attendre les crises de l'eau et les tensions de plus en plus dures pour inventer sur les territoires des manières différentes de débattre, de discuter et de concerter sur les enjeux d'eau. C'est ce que disait effectivement André Viala déjà ce matin, anticiper, c'est un peu tout l'objet, je pense, de cette journée. Jean-Pierre, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions qui vous semblent... Plutôt une remarque, parce que là, on n'aura pas le temps, s'il y a plein de questions qui ont été posées à M. Fréchet. Ce qu'on va faire, c'est que toutes les questions, d'abord, on va les visualiser, on va les mettre sur des panneaux, ce qu'il est important qu'on puisse en prendre connaissance et qu'on les fasse passer ensuite aux uns et aux autres. J'ai identifié quand même deux questions qui me paraissaient intéressantes pour le président de la Clé. C'est d'abord, en amont, en tant que citoyen, comment peut-on participer à une clé ? Il y a eu quelques éléments de réponse, mais voilà, il y a des demandes de dire comment les citoyens peuvent-ils ou peuvent-elles intervenir ? Et après, il y a des questions de démocratie et d'information qui se passent. Donc, il y a une remarque qui est de dire, par exemple, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, tous les débats sont filmés. Il serait peut-être important que les réunions, les débats, par exemple, les réunions d'une clé puissent aussi être filmées et être portées
à connaissance du public, des citoyens. Et il y a une autre remarque qui était un petit peu du même ordre, des réunions en vase clos sans aucune information, mais ça va dans le même sens, donc on va pas avoir le temps maintenant de prendre vraiment de réponses, mais en tout cas, il faut noter qu'il y a quand même toute une série de questions qui posent justement touchent au sujet de la démocratie. Je suis citoyen, j'ai envie de m'engager. Comment est-ce que je peux avoir accès à ces instances? Peut-être répondre quand même en une minute sur les réunions des clés. Est-ce qu'elles sont ouvertes au public déjà comme certains conseils municipaux ou pas? Et après, ça fera peut-être partie des propositions que travaillera le collectif sur rendre accessibles ces réunions. Alors, comme je disais tout à l'heure, le problème de la clé, c'est que c'est très formel, très formalisé. On a très peu la main. Donc, c'est au niveau national. Je veux dire, même sur la composition de la clé, c'est le préfet, c'est l'État qui décide, comme le comité de bassin. En fin de compte, il faut bien se dire que la clé, c'est la déclinaison du comité de bassin, qui est très réglementé, donc voilà. Donc je veux dire, malheureusement, on n'a pas la main ici, y compris pour que les débats soient publics. Simplement, il y a des représentants, et c'est aux représentants de faire remonter toutes ces informations. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus donner. Alors, je fais attention à mes mots, plus d'importance non plus de la clé. La clé, oui, a un rôle important, primordial, mais voilà, il faut quand même dire que c'est quand même le comité de bassin qui prend les décisions primordiales pour le bassin dont nous faisons partie. Nous sommes une déclinaison, nous avons surtout des décisions à prendre. Si demain il y a une retenue, si demain il y a une entreprise qui veut de l'eau, c'est des choses comme ça. Mais voilà, il ne faut pas non plus faire un monde imaginaire de la clé qui est la solution de tous les problèmes et qui a les réponses à tout. Merci, nous allons devoir nous arrêter là. Désolée pour le retard cet après-midi, on sera beaucoup plus strict sur les horaires, notamment parce qu'il y a un enchaînement plus important entre les deux tables rondes. Merci à nos intervenants. On a commencé à défricher un peu. J'espère que c'est un peu plus clair sur les différentes strates qui existent, la représentativité ou non, comment est-ce qu'on pourrait avancer. Et je vous invite à revenir cet après-midi sur les tables rondes qui vont porter autour de l'agriculture et des ressources. Voilà. Merci beaucoup.